Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Pierre Brossolet. Bonjour Pierre Brossolet. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG d'Arverne. Arverne, c'est une PME qui est spécialisée dans la géothermie et la production de lithium. On va en parler, hein. C'est un secteur qui est assez mal connu. Mais le principe de l'émission, on veut que l'on vous découvre un peu plus, qu'on apprenne à vous connaître, Pierre Brossolet. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous porte? Quel est votre moteur? Alors, d'abord, je suis entrepreneur. Oui. Donc, ce qui me porte, c'est l'entreprise et la faculté d'entreprendre. Et donc, en étant entrepreneur, c'est aussi une certaine forme de liberté. J'ai l'impression d'avoir gagné ma liberté en entreprenant. On perd beaucoup de choses en entreprenant ou en devenant entrepreneur et chef d'entreprise, notamment le sommeil, mais au moins on gagne sa liberté. Et moi, je me définirais aujourd'hui comme un homme libre, libre de faire des choix, de dire des choses. Et je vous remercie de m'avoir invité. Ça me permet, j'espère, d'en dire une partie. Après, ce qui me motive, là où je pense apporter de l'énergie positive, c'est dans le secteur de l'énergie qui me passionne. Je suis un passionné du secteur de l'énergie. C'est pour ça que Total, voilà, le pétrole. Exactement. Voilà. Pourquoi cette passion pour l'énergie? Parce que ça représente beaucoup de choses. C'est le moteur de la vie, vous allez me dire. Ouais, l'énergie est au centre de tout. Ouais. Bon, ça c'est très clair, et de la vie en particulier. Mais c'est aussi, ça représente un monde très industriel, un monde essentiel, un monde qui draine beaucoup de technicité, de technologie, mais aussi beaucoup d'humains. L'énergie, c'est des grands travaux, l'énergie, c'est aussi beaucoup de techno, c'est de la R&D, c'est du terrain. Ouais. Et donc tout ça, on le retrouve. Arverne est un peu un condensé de tout ça, en tout cas dans ce que j'essaye d'en faire. Et puis parce que l'énergie, c'est des hommes, avec un grand H, des hommes et des femmes, qui souvent sont passionnés par un métier qui est au centre de nos vies, mais aussi au centre de la politique, de la géopolitique. Je suis passionné par la lecture, ô combien stratégique, la relecture ou la lecture des événements, quels qu'ils soient, historiques, mondiaux, etc., par le prisme de l'énergie, on voit qu'on découvre beaucoup de choses. Donc l'énergie est passionnante et moi c'est ce qui me motive. Et c'est ce qui me fait lever tous les matins aujourd'hui avec évidemment toutes mes équipes et l'homme au centre de tout ça. Et alors vous avez décidé d'orienter votre énergie à vous, en tout cas sur la géothermie, la production de lithium, donc des forages. Où en est aujourd'hui le projet d'Arverne Group à ce sujet? Parce que l'extraction de lithium, on en parle peu en France aujourd'hui. Hein. Non, et en plus de ça, effectivement, on a souvent tendance à confondre quand on dit géothermie. Il y a plusieurs géothermies. Aujourd'hui, on parle de lithium qui fait partie intégrante d'une des géothermies, qui est la géothermie alsacienne, puisque le lithium est contenu dans les eaux chaudes alsaciennes. Et pour autant, donc, c'est vraiment la géothermie et le sous-sol, moi, qui a été aujourd'hui le moteur et la raison d'être même du groupe Arverne, parce qu'on est passé société en mission, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc la géothermie qu'on définit aujourd'hui, ou que je définis comme l'éternel oublié de la transition énergétique, alors que c'est sous nos pieds, c'est gratuit, c'est français. Aujourd'hui, fait l'objet d'une prise de conscience très généralisée de par les décideurs politiques, les industriels, etc., français, européens, voire au niveau mondial, parce que on connaît la situation. Aujourd'hui, il y a des crises à peu près partout. Il faut des énergies nouvelles, des énergies renouvelables et des énergies qui sont proches des consommateurs. Donc ça, c'est le projet Arverne. La géothermie, c'est la production en fait de chaleur à partir du sous-sol. Ce qui veut dire qu'il faut le creuser, ce sous-sol. Donc ça aussi, c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est complexe. Alors, c'est complexe et c'est pour ça que c'est un côté très passionnant, puisqu'on est dans de l'assemblage de sciences, de géosciences, d'opérations. Et vous l'avez dit, la géothermie, c'est la chaleur de la Terre. Donc on parle du sous-sol. Elle est inépuisable. Voilà, exactement. Une chaleur qui est inépuisable de par la nature du noyau et donc de cette chaleur qui remonte et qui est à l'échelle humaine et à notre échelle de temps, totalement inépuisable et renouvelable. La géothermie a des vertus qui sont très mal connues, donc là aussi on a un aspect de formation des gens au sens large, mais aussi, et en particulier des élus, donc là ça tombe très bien que je m'adresse à vous, c'est essentiel de faire connaître ce qu'est la géothermie à l'heure actuelle, puisqu'elle représente. Le fait de forer, par exemple, est-ce que ça peut faire peur. Dans l'imaginaire, on est un peu dans du Jules Verne, on ne met pas la tête dans le puits, donc on ne voit pas ce qui se passe, on va très profond, c'est chaud, on parle d'électricité, on parle voire même de sécurité, de sismicité, quelquefois, tout ça c'est des mots qui font peur. Et Arverne est là à la fois pour éduquer, pour simplifier, on va dire, pas pour vulgariser, mais pour rendre accessible le sous-sol et la géothermie, les géothermies, à tout le monde, et en particulier donc aux décideurs politiques qui aujourd'hui ont une responsabilité très forte
dans l'essor ou non de la géothermie, c'est maintenant que ça se passe. On est à un carrefour aujourd'hui dans le monde de l'énergie. Il y a un vrai basculement qui est en train de se faire. Il y a un certain courage politique à avoir pour certaines décisions à prendre, mais véritablement, c'est l'heure de la géothermie. Courage politique, selon vous? Ça représente 1%, je crois, des énergies renouvelables aujourd'hui, ce qui est extrêmement infime. Ça représente 1% de la chaleur produite en France. En plus de ça, alors je parle de chaleur, mais ça me fait penser aussi au froid. La géothermie a cette particularité que la chaleur par voie de calories peut être produite donc sous nos pieds, donc en circuit court, etc. On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, on voit bien qu'on est vraiment dans le match. Mais en plus de ça, et il faut absolument qu'on communique très fortement sur ce fait, c'est que la géothermie peut aussi délivrer du froid naturel sous forme de frigories, et qui est pardonnez-moi l'anglicisme, le game changer de la transition. Aujourd'hui, on parle d'augmentation, de réchauffement, etc. Moi, je parle plutôt d'un changement de paradigme climatique. Mais n'empêche que le show est là. Et faire du froid gratuit, faire du froid inépuisable, totalement renouvelable, c'est quand même sympathique. Ouais, sans passer par du coup de la chaleur pour faire du froid, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, la géothermie de surface permet de distribuer directement de l'eau à une température qui en fait vient rafraîchir naturellement les édifices. Et 90% du territoire français est éligible à cette géothermie. Donc aujourd'hui, en fait, on ne peut plus s'en passer. Et moi, c'est mon combat d'entrepreneur, je me lève pour ça. Je trouve même qu'il y a un côté un peu injuste, parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de mourir sous leur facture d'électricité, quand on voit aujourd'hui les prix exploser. C'est une énergie qui coûte pas cher? Non, c'est une énergie qui est la moins chère quand on regarde des durées qui sont suffisantes. Or, aujourd'hui, ceux qui souffrent, c'est qui? Bon, évidemment, Madame Michu, mais c'est aussi les entrepreneurs qui ont des PME, qui payent des factures et qui aujourd'hui ferment. Alors que si on réussissait à trouver justement des modèles de financement pour passer à la géothermie, on s'aperçoit qu'au bout de 7-8 ans, la géothermie est moins chère que tout le reste. Sur le long terme. Voilà, donc sur le long terme. Le lithium aussi essentiel. Il y a une course au lithium aujourd'hui sur le marché international, j'imagine que vous allez me répondre oui. Est-ce qu'on en a pris conscience, le lithium qui rentre dans la fabrication des batteries? Là aussi, on est sur un domaine... Autant sur la géothermie, il y a une véritable prise de conscience à opérer et qui est en train de venir assez timidement. On voit les ministres les uns après les autres reprendre cette thématique de façon très, je pense, pertinente. Autant sur le lithium, il n'y a pas besoin de beaucoup faire de pub pour savoir que c'est essentiel, puisque c'est ce qui fait, ce qui contribue à faire les batteries et donc toute la chaîne des véhicules électriques. Donc là, évidemment, le lithium est primordial. En revanche, ce qu'on ne sait pas, et c'est là aussi où Arverne a un rôle, à travers sa filiale Lithium de France, a un rôle primordial, c'est qu'on ne sait pas qu'on peut l'extraire de la géothermie, des eaux chaudes, pour en faire un lithium vert, puisqu'il est décarboné. Le mot, ça veut dire qu'il est moins émetteur de dioxyde de carbone, et il est local. Donc à l'heure où ce lithium aujourd'hui, il est raffiné en Chine, produit au Chili, il fait 3 fois le tour du monde, on a un lithium quand même qui a une empreinte carbone qui est super intéressant. Bien sûr. Il est là. Et c'est une question, vous allez me dire, de souveraineté énergétique aussi. Donc la géothermie, le lithium ont toute leur place. En fait, ce que vous évoquez, qui est très juste, deviennent, je dirais presque malheureusement aujourd'hui, des mots un peu valises, mais ils sont tellement vrais. Aujourd'hui, il faut absolument penser circuit court et affranchissement d'un certain nombre d'énergies qui sont non seulement fossiles ou émettrices de CO2, mais qui en plus ne sont pas chez nous. Et aujourd'hui, les politiques ont le devoir de sécuriser ce qu'ils peuvent sécuriser sur leur territoire pour que les Français puissent en bénéficier, non seulement pour leur sécurité d'approvisionnement, mais aussi pour des prix, pour des questions de prix. C'est quand même mathématiquement très simple à comprendre. Il faut savoir que quand on produit l'énergie à 5 km de chez nous, à la fin, il est moins cher. Et à la fin, il est moins compliqué à maîtriser. Et à la fin, il y a moins de conflits au sens complet du terme pour avoir accès à cette énergie. Donc, la géothermie, il faut absolument prendre conscience que ça doit passer à l'échelle. Passer à l'échelle, donc la géothermie a toute sa place dans le mix énergétique, aux côtés du nucléaire aussi qui est relancé. Oui, et c'est même un oui avec un immense O, puisque aujourd'hui on parle d'électricité en France, nucléaire, renouvelable, etc. J'ai pas de problème avec ça, mais on oublie que cette électricité, ce gaz, etc. sont en grande majorité là pour produire de la chaleur. Pour produire de la chaleur chez le particulier ou chez l'industriel. Donc pourquoi ne pas aller chercher cette chaleur si elle est présente sous nos pieds et qu'elle est là et qu'elle est inépuisable. Donc très clairement, plus de 50% des usages sont pour de la chaleur. Nous, on a aussi le froid en géothermie. En plus, il y a du lithium. En fait, je pense que c'est une folie aujourd'hui de ne pas ouvrir les yeux sur la réalité de la complexité du monde de l'énergie tel qu'il est aujourd'hui et surtout de ne pas profiter de ces conflits et de ces changements pour aller vers d'autres types d'énergie qui vont nous sauver.
Et le gouvernement a présenté un plan, vous allez peut-être nous en parler à la fin de cette émission via la question de l'hémicycle, mais il a présenté un plan pour encourager aussi cette géothermie. Est-ce que pour vous, il est assez ambitieux ou pas? Alors, je pense qu'il n'est pas hypocrite. C'est déjà un bon point. Je pense qu'il y a eu réellement une ouverture, une prise de conscience, une vue sur la réalité qui était restée lettre morte, puisque avant tous les grands lobbies énergéticiens n'avaient pas vraiment intérêt à voir la géothermie. C'est un peu plus complexe, c'est un peu plus cher en termes d'investissement, etc. Aujourd'hui, encore une fois, la réalité nous a rattrapés. Et oui, je pense que ces différents plans reflètent une vraie volonté, à la fois politique, financière, du gouvernement, des ministères et surtout des locaux, des décideurs et des politiques locaux, de véritablement se réapproprier et aller vers donc l'énergie et les systèmes énergétiques et aller à la fois vers des énergies vertes, mais aussi, encore une fois, des énergies qui fonctionnent. J'ai rien contre l'hydrogène ou j'ai rien contre autre chose ou l'électricité, l'éolien, mais c'est différent, c'est intermittent, c'est pour demain, c'est pour après-demain. Là, on est dans le maintenant. Alors, à quand la première production Alors, il y en a beaucoup. Vous savez que potentiellement, ici, sans le savoir, on est sur un réseau de chaleur urbain chauffé en partie à la géothermie. Donc la géothermie est déjà là. Il y a 70 centrales de géothermie profonde dans le bassin parisien. Donc ça en fait quand même des calories qui sont distribuées, comme je le disais, sans trop le savoir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est démocratiser ça à la France entière. Donc il y a des bassins de géothermie profonde, il y a des bassins de géothermie de surface. Il faut aller les chercher. Il y a une complexité de montage. Il y a des gens passionnés, mais après il y a plein de freins, mais il faut les lever. On n'a pas le temps, mais malheureusement. Ça demande du savoir-faire, et c'est pour ça que vous disiez en préambule ou en introduction que j'ai un passé de sous-sol pétrolier, et je ne le nie pas. D'ailleurs, d'abord c'est passionnant, c'était une autre époque. Aujourd'hui, il faut basculer. Moi, ma vie à l'étranger, ma vie dans ces chantiers m'ont montré qu'absolument il fallait justement passer à autre chose, penser autrement. Mais la géothermie est quand même la petite sœur, on va dire, du pétrole et du gaz en termes techniques. En revanche, on fait exactement l'inverse, à savoir qu'on va produire des choses qui sont très locales et qui sont vertueuses. Voilà. On va passer à la question de l'IWF, l'International Women's Forum. C'est l'association qui organise les assises de la parité et qui fait bouger évidemment les lignes à ce sujet. C'est juste après le jingle. La question de l'IWF pour vous, Pierre Brossolet. Quels sont les principaux défis et enjeux en matière de parité? On n'en a pas parlé, on va en parler maintenant. Quelles actions devraient être mises en place selon vous pour les relever, ces défis de parité? Merci, c'est intéressant. En fait, je pense que pour relever ces défis, à la limite, il faudrait ne plus en parler, il faut les vivre. Et il faut les intégrer. Il faut que ça devienne monnaie courante. On n'en est pas là encore. Ouais, on n'en est pas là peut-être dans certaines sociétés ou dans certains secteurs ou autres. Après, les sociétés, les entreprises qui naissent, comme la mienne, qui sont relativement récentes, je vous assure que quelque part, ça devient quand même intrinsèque. Il n'y a pas ces problèmes, on ne se pose pas ces questions. Moi, je ne pose pas des questions de parité, où je n'ai pas une parité comptable. J'ai un souhait de parité dans le sens où moi, les salaires des hommes et des femmes, c'est même pas une question, sont les mêmes au même poste, etc. Sauf qu'on aménage et on respecte la différence et la complémentarité des hommes et des femmes, puisqu'on n'est quand même pas pareil. La parité n'est pas l'égalitarisme à tous les étages. En revanche, il y a une tendance très naturelle, grâce aux femmes et en fait à tous les constituants de ma société, pour qu'on aille vers cette parité, parce que c'est ce qui fait qu'une boîte marche bien, c'est qu'on soit justement dans un équilibre. Et cet équilibre, il est assez naturel et intrinsèque finalement aux leaders. Dans votre domaine, l'industrie, c'est un secteur pas forcément féminin. Mais alors là, on touche à un autre aspect, c'est-à-dire que la parité, c'est d'abord la volonté assez naturelle et la dynamique qu'on insuffle dans une entreprise pour que, on embauche autant de femmes que d'hommes, qu'il n'y ait pas de discrimination et que tout ça se passe bien. Et donc pour que ça se passe bien, la vraie difficulté, elle est aussi l'aménagement. Il y a des gens des hommes ou des femmes qui ont leurs contraintes liées justement à leur sexe. Donc il faut qu'on aménage aussi un certain nombre de choses pour que justement on arrive à ça. Bon, maintenant. Nous, notre difficulté qui est inhérente à nos métiers, effectivement, on est sur l'envie d'aller dans ces secteurs. On est sur des métiers de chantier, notamment avec le forage, où là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup moins de candidates, par exemple, que de candidats. Ce qui est inversement vrai, par exemple, sur notre filiale Lithium de France en Alsace, où on va chercher du lithium, on a plus de docteurs aujourd'hui ou d'ingénieurs femmes
que d'hommes. Donc, mais ce n'est pas pour autant qu'on essaye de rechercher cette parité, absolument embaucher des hommes. Au final, ça s'équilibre. Maintenant, on a une difficulté, c'est qu'on est quelquefois sur des métiers durs physiquement. Et ben, quand on arrive sur des métiers durs physiquement, où il faut aller sur un chantier qui fait très chaud, qu'on a des rythmes la moitié de la journée travailler, c'est sûr qu'on a moins de candidates. Bien sûr. Ça, on intègre dans nos programmes d'aller sur une parité, on va dire, recherchée crescendo. On est dans la mesure et pas dans la davantage démesure, dans les etc. postes à responsabilité, voilà, c'est peu. Exactement, on l'équilibre différemment. Donc nous, c'est intrinsèque, on est entreprise à mission. On a fait ce choix, c'est statutaire. Mes actionnaires l'ont cherché avec moi. Et dans nos objectifs de raison d'être, on a déjà inscrit, et dans les objectifs de mes managers, que la parité n'était pas vraiment un sujet, qu'il fallait de toute façon l'avoir. Autant que faire se peut. Et à l'impossible, nul n'étant tenu, dans certains métiers, on ne va pas se faire harakiri, parce que la parité n'est pas atteinte, mais elle le sera, différemment, et tout ça étant assez naturellement. En revanche, on a, et ça rejoint le thème, pardonnez-moi, la diversité est importante, et quelque part, c'est plus là où on met l'accent, que l'aspect paritaire, qui est, je trouve, une contrainte un peu désuète. Pour nous, c'est naturel. Tout le monde l'intègre aujourd'hui. Voilà. C'est une obligation légale, en tout cas. C'est légal. Je représente une société cotée, donc vous n'êtes pas sans savoir que dans un conseil d'administration aujourd'hui qui dépend sur Euronext, en tout cas, on a une obligation, les 40%. Donc au final, tout le monde y va et avec le sourire. La diversité, c'est une question beaucoup plus personnelle. Moi, je suis très attaché en fait à la question humaine, qui est une science infiniment complexe, ce qui rejoint aussi la complexité de nos métiers. J'aime ça. Et la place de l'homme et la femme au sein de ma société, d'où qu'elle vienne, comment tenir compte de la diversité en termes d'inclusion, en termes d'aller chercher des gens qui sont pas forcément de notre territoire, etc. Là, on travaille tous ces sujets. On a quand même une direction impact et engagement. On a une direction évidemment des ressources humaines, etc. Parce que je pense que ça fait partie des fondamentaux à la fois de notre société par l'impulsion de son fondateur, mais aussi parce qu'on s'engage. On est une société engagée, à la fois pour le climat, à la fois pour l'industrie, mais aussi pour une écologie, je dirais, intégrale. Ce n'est pas que l'écologie climatique, mais aussi pour une écologie intégrale qui intègre cette notion de parité ou de diversité. Question du média positif à présent. Le média positif, c'est un média en ligne qui ne propose que des bonnes nouvelles, qui présente des initiatives positives et des parcours inspirants. C'est juste après le jingle. La question du média positif, Pierre Brossolet, la bienveillance est un des fondements de la positivité managériale. Est-ce que c'est le cas chez vous et comment est-ce qu'on peut conjuguer performance et bienveillance selon vous ? C'est vraiment une question, presque une question d'un sujet de bac. Oui. Donc philosophique. En 3 minutes, c'est compliqué, mais en revanche, c'est vraiment la question est super. Mais pas facile. Je reviendrai sur la place que je cherche à mettre, la place de l'homme avec un grand H que je cherche à mettre au sein de ma société, de mes équipes et de mon mode de management. Donc le mode de management, le style de management est très important, évidemment. C'est même ce qui fait, on va dire, la griffe d'une boîte. Ce que je cherche à faire, c'est à tout moment mettre de la subsidiarité et de la délégation dans les différents niveaux et dans les différentes strates de ma société et donc de mon management. Quand on parle de subsidiarité, de confiance, forcément on parle de bienveillance. On parle de bienveillance envers les autres, envers nos N-1, N-2, etc., mais aussi envers soi. Parce qu'il faut savoir s'excuser ou se pardonner ses propres erreurs, parce que forcément ça passe par des erreurs. Donc on est bienveillant envers un système qu'on veut mettre en place qui est fait de bonnes ondes, de confiance et donc de bienveillance. Est-ce que ça amène de l'efficacité ? J'en suis sûr. Parce que mon modèle de société, il est sur de l'efficacité équivalente à de la rentabilité. Donc on est sur de l'efficacité financière, l'efficacité opérationnelle. Mais en tant qu'entreprise à mission, en tant que, quelque part, représentant aussi une génération qui n'est pas là que en tant que combattant du climat à travers notre combat qui est la chaleur géothermale, l'efficacité n'est pas que représentée par l'efficacité économique. Donc pour moi, l'efficacité, c'est notre capacité à nous épanouir dans la boîte, c'est la capacité à prendre des risques. Le risque, c'est hyper important. Très important, surtout dans ce domaine. C'est hyper important. Il faut qu'on vive avec le risque. Et savoir prendre des risques mesurés, c'est passionnant. Et quand on arrive à toucher la fibre des gens,
quel qu'il soit, eh bien là on donne de l'efficacité quelque part naturelle et on peut mesurer cette efficacité par la rentabilité, mais aussi par des mesures beaucoup plus extra-financières ou non palpables, qui sont l'épanouissement des gens, la faculté à eux aller chercher des copains ou leur réseau pour parler de la société, donc pour embaucher. Et tout ça tout ça est très vertueux. C'est pour ça que, il ne faut pas réduire le terme efficacité, et ensuite la bienveillance, je pense, elle est très complémentaire et elle est très porteuse, on va dire, dans la notion d'efficacité d'une société industrielle comme la nôtre. Donc vous êtes d'accord. Merci Pierre Brossolet. On va passer à la question de l'hémicycle à présent, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Pierre Brossolet. Alors, qu'est-ce que vous avez envie? J'imagine que vous avez beaucoup de choses à leur dire à nos gouvernants. On en a parlé un petit peu sur l'enjeu de la géothermie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous avez 2 minutes, c'est face caméra, c'est là. juste à côté de vous. Allez-y. J'ai 2 minutes, mais je peux le faire en 3 points. Enfin, j'ai pas de restriction. Alors, c'est à vous de parler. D'abord, je commencerai par un message qui est fondamental aujourd'hui, qui est de se former. Moi, aujourd'hui, ce que j'attends, ce que j'aimerais voir de mes élus, de nos élus au sens large, et Dieu sait que je fais partie des personnes qui croient dans les vertus de la politique, au sens de la recherche du bien commun, on est dans un monde qui est très complexe, et on est dans un univers, l'énergie, qui est encore plus complexe que la moyenne. Et donc, il est absolument nécessaire que les élus aujourd'hui se forment. Je pense qu'ils le sont de moins en moins, par manque de temps ou par manque de je ne sais pas quoi. Mais donc il faut se former, notamment aux questions de l'énergie. C'est en se formant qu'on découvrira qu'il n'y a pas que le nucléaire ou que certaines énergies qu'on connaît tous, mais qu'il y en a d'autres qui sont cachées et qui sont très puissantes. Le deuxième message que j'aimerais porter, c'est, comme disait Jean-Paul II, je crois, n'ayez pas peur. Il y a une question de courage politique qui est fondamentale aussi aujourd'hui, à l'heure où il faut absolument, et je pense que la France a, comme toujours, une place très particulière, il va falloir prendre des décisions, notamment politiques, sur le véritable changement, la véritable bascule à opérer. Et ça demande du courage, ça demande un courage politique, un courage aussi et du sens pratique, de façon à pouvoir dire non, par exemple, à des prix bas qui reviendraient grâce à un gaz qui serait plus bon marché. Et donc on est dans un contexte qui change, et donc on voit bien aujourd'hui que la tentation serait de dire laissons passer l'orage et puis on verra plus tard. Il ne faut pas remettre à demain ce qui est faisable aujourd'hui, et notamment parce qu'on a des énergies comme la géothermie qui n'attendent que vous aujourd'hui, d'un certain pragmatisme, une clairvoyance et un courage politique pour, vous former, et 2, véritablement aller vers des choses qui marchent, des choses qui sont locales, des choses qui vont changer la vie des gens, changer la vie des Français, et qui, à terme, porteront des fruits dans votre positionnement politique, quelle que soit la couleur, encore une fois, que vous portez. Voilà, et donc évidemment, le troisième message est centré sur mon activité. Pensez géothermie, c'est le géant dormant des énergies renouvelables. La question de l'énergie aujourd'hui, elle est au centre de la vie de toutes les Françaises et les Français, et je pense que ce serait une erreur, voire même plus, une faute, que de ne pas favoriser des énergies telles que celle-ci. Voilà, le message est passé. Merci Pierre Brossolet. En fait, en gros, c'est ne pas recommettre la même erreur que ce qu'on a fait pour le nucléaire, c'est-à-dire laisser tomber une filière et là ne pas l'exploiter finalement. Exactement, sauf que le nucléaire, il était là, on l'a laissé tomber, maintenant il reprend. La géothermie n'a jamais été là, c'est peut-être encore plus difficile. Voilà, et ça permet davantage de souveraineté. Et il ne faut pas laisser passer l'orage, comme vous le disiez, pour recommettre les mêmes erreurs, pour avoir de la souveraineté énergétique en France. Message bien entendu. Merci beaucoup Pierre Brossolet. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. C'est la fin de On se dit tout. On se retrouve très très bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.